Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui on se retrouve pour mes nouveaux mangas des mois de février et mars 2015. Donc je n'avais pas fait de vidéo en février 2015 parce que je n'y ai pas pensé et je n'étais pas non plus très motivé, donc je m'en excuse. Donc je vais faire en une vidéo de deux parties puisque c'est quand même assez conséquent comme achat en 2 mois, pour vous présenter donc l'intégralité des achats que j'ai fait en mars et en février, sans faire une distinction entre les deux vidéos, en présentant d'abord ceux de février puis ceux de mars, puisque je me souviens plus lesquels j'ai acheté quel mois. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'intégralité de ces tomes-là, plus celui-là, que j'ai acheté en mars et en février. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tomes-là, plus un roman par lequel on va commencer. Donc c'est parti. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup attendu. J'ai vu l'adaptation d'animé qui s'est faite en 2 saisons. J'ai aussi acheté les différents tomes qui sont sortis de l'adaptation en manga. Bien sûr, je pense que vous avez deviné, c'est Sword Art Online. Donc c'est écrit par Reiki Kawahara et les illustrations du tome sont faites par Abek. On peut voir sur la couverture Kirito et Azuna. Et derrière, on peut voir Kirito qui affronte une espèce de bête un peu chelou que je ne reconnais absolument pas. C'est édité chez Ofelbe en France, au Japon je ne sais pas, et Ofelbe en France a la particularité, et je crois que c'est la seule édition de ce tome qui existe, enfin c'est édité en édition double. Donc en gros je crois que on fait ça qu'en France, où on a les tomes 1 et 2 de Sword Art Online en un seul tome. Ce qui fait que les tomes au Japon et aux États-Unis, en Angleterre et tous les autres pays dans lesquels ils sont édités sont 2 fois plus petits que ça, puisque dans ce tome 1, on a le tome 1 et le tome 2 de l'édition d'origine. Donc Sword Art Online, c'est assez connu, comme j'ai dit, ça a été adapté en une première saison de 25 épisodes qui retraçait les 2 premiers arcs ou les 4 premiers tomes au Japon, et donc ça fera 2 tomes en France. Une deuxième saison qui retrace les 3 arcs suivants, qui sont les tomes 5, 6, 7, 8, 9, je crois. Ou non, peut-être que ce sont les tomes 4 à 8. Je crois que c'est les tomes 4 à 8, donc encore une fois une deuxième saison de 25 épisodes. Et je pense que ça sera aussi adapté en manga, donc on a déjà les 2 premiers arcs qui sont adaptés, le premier arc en 2 tomes et le deuxième arc en 3 tomes, je crois. Mais bon, on est là pour parler du roman qui adapte, donc ça c'est tout le premier arc sur les 13 premiers épisodes de l'animé, dans lequel donc on retrouve Kirito. Je raconte, je vais faire un petit synopsis. Donc en gros, ouais, Sword Art Online c'est un VR MMORPG, c'est-à-dire un MMORPG de réalité augmentée dans lequel on se plonge à l'aide d'un casque qui s'appelle le Nergear. Le Nergear, donc c'est un casque qui recouvre l'intégralité de la tête et qui envoie des signaux au cerveau pour faire croire au cerveau que le joueur se trouve dans le monde du jeu vidéo. Et c'est aussi des signaux qui inhibent d'autres parties du cerveau pour pouvoir augmenter la réalité de la chose. Et donc à la sortie de ce jeu, énormément de joueurs vont se connecter donc dès la journée de la sortie, dont Kirito. Kirito qui avait eu la particularité d'être un des 1000 ou des 10 000, je ne sais plus, joueurs à pouvoir tester la bêta, la version bêta. Et donc il se replonge pendant une longue journée de gameplay le jour de la sortie avec énormément d'autres joueurs. Et à la fin de la journée, alors il a bien joué, il a même rencontré un autre joueur qui s'appelle Klein, qui l'a initié au jeu. Il tente de se déconnecter, mais le bouton déconnexion a disparu. Donc comme tous les autres joueurs du jeu, ils ont la même réaction, ils se rendent dans la ville de départ du jeu, dans laquelle le maître du jeu, Kayaba Akihiko, va faire une annonce, et il va leur dire clairement qu'ils sont bloqués dans le jeu, que le seul moyen de s'en sortir, c'est de finir le jeu. Le jeu qui se divise dans... Enfin, le jeu se situe dans une énorme forteresse, une forteresse qui se divise en 100 étages, et le but pour de finir le jeu, c'est de battre le boss de chaque étage pour arriver au dernier étage et battre donc le boss final. Donc il leur explique clairement que le seul moyen de finir le jeu, c'est d'arriver au 100e étage et de battre le boss du 100e étage, et euh, clairement, une mort dans le jeu signifie une mort dans la réalité. De même, si quelqu'un tente de débrancher leur casque dans la réalité, ils mourront quand le casque n'aura plus de batterie. Et donc en gros, c'est dans ce premier arc que Kirito, qui va devenir un joueur solo, donc il va jouer tout seul, mais il va quand même se faire des amis, et étant quelqu'un d'assez altruiste, il va aider son prochain. Et donc dans ces 2 tomes, donc dans ce tome-là, il va y avoir toute la quête de Kirito et des compagnons qu'il va se faire, Azuna et d'autres personnages comme Eigil, Klein, euh,
un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Enfin, je vais vous dire ça tout de suite, attendez. C'est plutôt à la fin du tome alors. Parce que je vais vous montrer quelque chose après, il y a des pages en couleur qui présentent certains personnages. Il y a Lisbeth, voilà, exactement. Et il y a surtout l'autre personnage, Celica, voilà. Et donc il y aura bien d'autres personnages. Et donc tous ces personnages, avec Kirito en personnage principal, vont donc faire avancer la quête pour pouvoir finir ce jeu et sortir de ce monde infernal. Donc, comme je vous le disais, on a des pages couleur au début. Donc là on a une page couleur de présentation avec Asuna dessus. Quand on retourne la page, on a la présentation des personnages. Donc on a Egil qui est ce personnage là, Kirito ici, Asuna ici. Là on a Kuradil, encore une fois Kirito mais qui n'est plus représenté. Et là on a Iscliffe. Et là on a une petite image d'Asuna en sous-vêtements. Je pense que ce n'était pas non plus très nécessaire de faire ce genre d'illustration, mais si ça peut faire plaisir. À la fin du tome, on a une image de la forteresse qui s'appelle Linecred, dans laquelle se déroulera tout le premier arc. Donc en gros, c'est Linecred, c'est la forteresse dans laquelle tout le jeu sur l'Arternite se déroule. On a une image similaire au début du tome. On a d'autres personnages présentés, donc Yui, Sachi, Lisbeth. Là, on a la même image que donc derrière le tome avec Kirito contre un monstre. Ici, on a Kirito encore une fois et Celica. Et on finit sur une image couleur de Kirito et Celica. Donc c'est un roman, un light novel classique, donc on a exclusivement que du texte, mais on a aussi par endroits, je vais essayer d'en trouver un bien, qui spoil pas non plus. Voilà. Kirito et Klein, donc une petite illustration assez bien faite, qui est quand même plutôt fidèle à l'animé dans les images, contrairement au roman, hein, pour ceux qui ont le manga, pardon, pour ceux qui ont lu le manga, donc la dernière adaptation sur Art Online, c'est assez peu fidèle dans le physique, hein, du moins au début, après ça devient plus fidèle, mais enfin disons que c'est un peu pas assez fidèle à mon goût, je trouve ça un peu moche, et surtout ça fait trop shoujo. Mais on est là pour parler du roman. Donc je ne l'ai pas encore entamé parce que j'ai beaucoup d'autres livres à lire avant de le lire. Mais je connais donc le contenu de l'histoire pour avoir lu le manga, mais surtout pour avoir vu l'animé. Ensuite, on a ces 3 tomes là. Magic Kaito, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc Magic Kaito, c'est un shonen de Gosho Aoyama, édité par Kana en France, donc c'est... Gosho Aoyama est très connu pour avoir fait un autre manga qui n'est autre que Détective Conan, ou Conan, selon la prononciation que vous utiliserez. Donc plus de 80 tomes, plus de 760 épisodes, au calme. Et Magic Kaito a commencé à peu près dans la même période, mais ne comptabilise actuellement que 4 tomes au Japon et 3 tomes en France, avec le 4ème qui va bientôt sortir. Il a commencé donc en 87 et seulement 4 tomes, c'est assez léger, mais c'est assez normal puisque l'auteur s'est concentré sur Détective Conan et a fait énormément de pauses dans le manga, ce qui fait qu'on a un tome qui est sorti début des années 90, ouais, fin des années 80, début des années 90, 2 autres tomes qui sont sortis, je sais plus si c'est début 2000 ou vers 2007, 2005-2007. Enfin voilà, donc les tomes 2 et 3, et enfin le tome 4 qui est prévu pour 2015. Donc pour vous dire que c'est assez dispersé comme publication. Donc Magic Kaito, de quoi ça parle? Magic Kaito, ça va parler de ce personnage. Kuroba Kaito. Donc Kuroba Kaito, c'est un garçon tout à fait normal qui aime bien faire des blagues, qui est assez blagueur, et donc qui est au lycée, et qui est surtout grand fan de magie, puisqu'il a hérité de cette faculté à être très doué pour la magie de son père, Toichi Kuroba. Non, Toichi Kaito, pardon. Toichi Kaito. Et, et donc un jour il va découvrir, parce que son père est mort, donc un jour il va découvrir que son père était un voleur connu sous le nom de Kaito Kid. Et il va aussi apprendre que ce que tout le monde prend pour un accident n'était pas un accident, le père de Kaito s'est fait assassiner. Et donc il va décider de reprendre le rôle de Kaito Kid à la place de son père pour pouvoir retrouver les assassins de son père. Et il va peu à peu découvrir le but. Il va découvrir qui sont ces assassins, découvrir leur but, pourquoi sont-ils pris à son père. Mais en gros, chaque chapitre, à peu près de chaque tome, équivaut soit à une petite aventure avec ses amis du lycée, soit à un vol. Donc à chaque fois, on a un vol différent, donc on en a 4 ou 5 par tome, je pense. Et en gros, c'est à peu près
que ça. Donc pour l'instant, puisque l'histoire n'a pas beaucoup avancé, c'est vraiment une mise en place, on n'a que des vols. Donc l'histoire avance, on apprend pourquoi le père a été tué, quel est le but donc, des assassins du père de Kuroba. On voit certains personnages être introduits avec certaines facettes de l'univers de Kaito, de Magic Kaito introduites. Mais donc comme il n'y a que 4 tomes, ça n'a pas beaucoup avancé, donc on se retrouve surtout avec une suite de vols, avec à chaque fois une manière, des stratégies pour voler, éviter de se faire attraper. Et c'est assez sympa dans ce petit côté-là, stratégie. De plus, donc, le manga est adapté en un premier animé de 12 épisodes, je crois que c'était 2007-2008, je ne suis pas sûr, donc à vérifier. Et surtout une deuxième adaptation, Magic Kaito Ichiyon Ichini, oui, Ichini Ichini, donc 1-4-1-2, qui est sorti fin 2014, début de cette année. Donc en gros, je crois qu'elle soit elle est encore en cours, soit c'est terminé. C'est 24 épisodes. Et donc c'est juste un animé qui a été fait pour la promotion de Magic Kaito, puisque ce personnage, Kaito Kid, va apparaître dans le prochain long métrage Détective Conan. Donc en tout cas, c'est un manga que je vous conseille, mais je pense que je vous conseillerais plus l'animé que le manga, puisque l'animé, même si l'animé retrace tous les événements du manga, mais pas dans le bon ordre, mais l'animé je le trouve plus clair. C'est assez plus, je trouve que c'est plus facile de suivre dans l'animé que dans le manga. Ensuite, World Trigger tome 4. Donc World Trigger tome 4, il faut que je fasse rapidement pour me souvenir. Donc, dans le tome 3, Yuma, puisqu'il s'appelle Yuma Kuga, Yuma et l'autre personnage, Mikumo, Yuma et Mikumo avec la petite fille qui, encore une fois, j'ai oublié son nom, Shika, ont été recueillis par la branche Tamakoma, un truc comme ça si je me souviens bien. Je me souviens plus de rien parce que j'ai pas lu, je l'ai lu il y a un petit moment, oui, Tamakoma. Et suite à quoi les deux autres branches du border ont décidé d'envoyer des membres de leurs branches respectives à la branche, au quartier général de la branche Tamakoma pour pouvoir récupérer le Black Trigger donc de Yuma. Donc qu'est-ce qu'un Black Trigger? Un Black Trigger c'est un trigger juste beaucoup plus puissant. Et donc voilà, donc la grosse partie du tome se fixe sur l'entraînement de Yuma Makoto, donc Yuma qui est pas sur la jaquette, de Yuma Makoto, donc je vais essayer de vous la remontrer parce que c'est vrai que j'explique comme ça le tome et vous avez dû oublier, enfin pour ceux qui ne lisent pas, vous devez pas forcément connaître le tome. Donc Yuma, Makoto et Shika. Et donc ça va se passer, la majeure partie du tome se déroule avec d'un côté leur entraînement, même s'il est moindre, puisque la plupart de leur entraînement s'était fait dans le tome 3. Le combat entre les membres des deux autres branches du Border et Yuichi et toute son équipe, donc de la branche Tamakoma. Et donc en gros on a un gros combat et après on a donc le début des tournois pour l'intégration des jeunes recrues au border et surtout pour le monter en grade, donc pour qu'ils montent en grade de rang C à rang B à rang A, peut-être à rang S. Donc voilà. Et là je vous ai raconté, donc je vous ai résumé le tome, mais il faut surtout, je pense que pour ceux qui ne se souviennent pas tellement du contenu, de quoi parle War Trigger, je vais vous raconter rapidement. Donc en gros au Japon, un jour va s'ouvrir une faille dans une ville de laquelle vont débarquer des espèces de monstres qui vont être surnommés des Neighbors. Ils vont faire énormément de victimes, ils vont finalement être vaincus par des gens qui, par la suite, ont fondé le Border. Donc le Border, c'est une société qui a pour but de protéger les citoyens des Neighbors qui arrivent donc par ces failles, par ces ouvertures, ces portails dimensionnels. Et donc en gros, on va suivre l'histoire de Yuma, qui est donc un Neighbor, mais pas un Neighbor monstre, un Neighbor donc juste on l'appelle le Neighbor parce qu'il vient de l'autre dimension, mais on apprend que dans notre dimension, il n'y a pas que des monstres. Et donc on va suivre son histoire, comment il va s'intégrer au monde des humains, et surtout, quelle est sa quête, puisqu'il a un but bien particulier, c'est retrouver certaines personnes. Ensuite, Assassination Classroom. Très connu, je sais pas, je sais pas si je vais faire un rapide résumé. Assassination Classroom, en gros, c'est une bête dégueulasse, donc cette bête-là, sauf qu'elle est jaune normalement, qui a explosé une partie de la Lune et va déclarer au gouvernement les plus importants du monde qu'elle a pour but de détruire aussi la Terre. Le seul moyen de l'en empêcher, c'est de la tuer, et elle va leur donner un délai. Elle va donc donner à la Terre un délai d'1 an pour la tuer, pendant lequel elle enseignera, enfin il enseignera, puisque c'est un homme, il enseignera donc à des élèves d'un lycée au Japon,
Et donc en gros, cette classe d'élèves aura 1 an pour le tuer s'ils ne veulent pas que la Terre soit détruite. Donc dans ce tome, je vais feuilleter rapidement parce que... Oui, dans ce tome vont commencer les vacances... Non, oui, dans ce tome, il y a la fin des examens, pardon, des fins des examens et les résultats, sachant que le professeur, donc Koro Sensei, avait promis que pour chaque personne qui serait première dans une des différentes matières, donc première du lycée, de l'établissement dans une des différentes matières, il permettrait au lycéen en question de lui exploser une tentacule, ce qui le ralentirait et permettrait donc aux lycéens d'avoir plus de chances de le tuer. Donc on va voir la suite des examens et les résultats et le début des vacances d'été. Donc et en gros ils vont décider pendant les vacances d'été, puisqu'ils ont gagné un voyage sur une certaine île, de profiter de ce voyage pour monter une énorme stratégie pour vaincre Professeur Koro. Et en gros, tout le tome va se baser sur la mise en place de cette stratégie. Et la mise en place et l'effectue... Non, comment on dit déjà? Enfin, ils vont mettre en place et effectuer et faire la stratégie. Donc, et donc en gros, voilà, tout le tome, c'est ils arrivent sur l'île, ils mettent en place la stratégie qu'ils avaient prévue dans tout le début du tome. Et ils vont la mettre en route, commencer donc leur stratégie pour pouvoir vaincre Koro Sensei. Mais il va y avoir quelques petits problèmes puisque ça va être interrompu par des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va donc découvrir à la fin de ce tome, même si on découvre, on voit que leur silhouette, et donc sans doute dans le tome 8. Fairy Tail, tome 43. Là, c'est très connu, j'ai pas besoin de faire un résumé. Dans ce tome 43, on a la suite du combat Natsu contre un des membres de Tartaros, contre un des membres de Tartaros. Ensuite, on va voir la réapparition d'une guilde. Je pense que vous avez remarqué quelle guilde c'était. C'est la guilde Orachin Seis. Et va s'en suivre un combat Orachin Seis Jelal qui va occuper la majeure partie du tome. Ensuite, on a Natsu qui va découvrir quel est le réel but. Non, il va pas que découvrir quel est le réel but de Tartaros. Mais il va découvrir pas mal de choses sur eux. Et il va partir à la recherche puisque Tartaros a enlevé certains membres de la guilde. Je ne dirais pas lesquels. Et ensuite... Oui, on va apprendre, donc en dernier, ça c'est une information qui va faire frémir plus d'une personne. Il faut que je retrouve juste une page où je pourrais vous montrer le personnage dont je vais vous parler. Le voilà. Silver, le zéro absolu dont on en avait entendu parler dans les tomes, je pense 40-41 à peu près. Et là on va le voir réellement. Et on va surtout apprendre qu'il a un lien, et on va apprendre... Enfin, on va pas apprendre quel lien, mais on va apprendre qu'il a un lien avec un membre de Fairy Tail. Et on peut faire des suppositions, donc je ne dirais pas quelle supposition j'ai pu faire et avec quel personnage il a un lien. Mais en gros c'est ça, ce tome c'est le combat Jelal contre Orachin Seis, le combat Natsu contre Tartaros et surtout la quête de Natsu de délivrer ses amis qui se sont fait enlever et sont séquestrés par Tartaros. On va aussi apprendre que tous les... On va apprendre certaines choses sur les membres du conseil qui sont donc poursuivis et on va apprendre pourquoi ils sont poursuivis par Tartaros. Et je pense que ça va être le dernier tome que je vais présenter dans cette première partie. L'attaque des titans Before the Fall, tome 3. Donc, dans le tome 2, Kiklo, donc l'enfant titan, ce personnage-là, avait tapé l'incruste dans la première expédition que faisait le bataillon d'exploration depuis 15 longues années. Il s'était incrusté en se cachant dans une charrette. Et donc, ils vont, dans la fin du tome précédent, ils se faisaient attaquer par un titan. Et on va donc voir comment va réagir Kiklo et comment va réagir tout le bataillon d'exploration pour combattre ce titan et y réchapper. À la suite de quoi, ils vont en donner un repli général, donc il va y avoir nombre de victimes. Je vous dirai pas s'ils vont réussir ou non à vaincre ce titan, mais ils vont finalement réussir à se planquer entre les murs, donc ils vont faire demi-tour puisqu'ils n'étaient pas partis très loin. Demi-tour et retrait dans les murs de la cité humaine. Et après quoi, Kiklo va se faire arrêter et va s'en suivre une discussion entre Carla, donc qui est le personnage féminin qui est quand même assez important, Carla Innocentio, ce personnage-là, et le chef du bataillon d'exploration que je vais essayer de vous montrer aussi dans une scène où on le voit plutôt bien. Il n'y en a pas particulièrement, donc je vais reprendre celle que j'avais, celle-là, voilà.
Donc, ce personnage. Et donc, ils vont avoir une longue discussion au sujet de Kiklo qui va clôturer ce tome. Et donc, ça nous apprend pas grand chose, mais ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie de lire la suite pour voir quelles seront les réactions des différents personnages. Et par contre, un truc qu'on peut pas reprocher à ce manga, contrairement à l'Attaque des Titans normal, donc l'histoire est toujours d'Hajime Sayama, mais c'est écrit par... Non. L'histoire d'origine est toujours par Hajime Sayama, sauf que c'est un spin-off qui a été fait d'après le roman de Ryo Suzukaze, mais surtout les dessins sont faits par Satoshi Shiki et Torres Shibamoto pour le Kara Design, et ça nous donne ça. Et ça nous donne aussi ça. Et ça nous donne aussi... Je vais essayer de trouver des bonnes scènes. Ça. Et ça nous donne bien d'autres scènes tellement, tellement, tellement bien dessinées comme celle-là. C'est super bien dessiné. C'est net, ça brille. C'est tellement bien fait. Ça retrace super bien la tension du machin, de l'action. Et surtout, les titans sont beaucoup plus effrayants et beaucoup mieux faits que dans l'attaque des titans normale. Donc voilà, dans ce tome, cette première partie, je vous ai présenté cette première partie de mes achats. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes. Il y en a quand même pas mal d'autres à vous présenter, mais ça le fera. Donc, Sword Art Online le roman, Magic Kaito tome 1 à 3, World Trigger tome 4, Assassination Classroom tome 7, Fairy Tail tome 43 et L'Attaque des Titans Before the Fall tome 3. Et je vous retrouve donc dans la partie 2 pour la suite de mes achats manga de mars et février 2015.